Non. Histoire de médecine, 18 et social a un jugement de valeur, un regard moral. C'est extrêmement une constante sur la réflexion de la maladie. Les médecins disent que l'irritation des tissus correspond à une désorganisation de l'équilibre, ce qui permet aux germes d'attaquer le corps. Donc quelqu'un sujet à une maladie mène une vie déréglée. Il s'adonne trop à la boisson. Son corps est désorganisé, la débauche augmente la mortalité. Un médecin disait « Les secousses du plaisir ébranlent le système nerveux ». En effet, il y a une surmortalité chez les prostituées. Leur comportement amoral en est à l'origine. Un autre médecin disait « On a vu à Paris plusieurs personnes affectées de la maladie du choléra. » peu après s'être livré à l'acte de reproduction. C'est un raisonneur d'idées reçues. C'est dangereux. C. Mécanisme du choléra. Un groupe de médecins tente de comprendre le mécanisme de cette maladie. Quels sont les symptômes? Pourront-ils se mettre d'accord sur une base commune pour définir la maladie? En 1832, charnière entre la Restauration et la monarchie de Juillet, on découvre 32 formes de choléra, selon 6 formes de dégradation rapide, lente, en fonction des durées des symptômes variables. Il y a une force de travail, de repérage, de confrontation. Ils se mettent d'accord et décrivent 3 phases. Première phase, la phase d'invasion, avec des vomissements et des diarrhées. Deuxième phase, la phase d'état. On observe certaines rémissions, mais qui se développent ensuite de douleurs, de troubles de la circulation sanguine. Troisième phase, la phase de réactivation, avec reprise des vomissements et diarrhées, atteinte du système nerveux. Grand D, signes du choléra. Ils ont observé pendant des semaines les signes de la maladie. On retrouve 4 signes. Signes digestifs avec la diarrhée, signes circulatoires, la couleur bleue de la peau et le refroidissement périphérique, le signe nerveux, convulsions et contractures, les signes sanguins, le sang est visqueux, plus noir et peu oxygéné. Ce dernier signe est lié à l'humeur. Pour observer ces signes, les médecins utilisent le comportement de l'examen clinique. Ce comportement possède des données très anciennes dans la collection d'Hippocrate. Certains comportements d'examen sont toujours de mise aujourd'hui. Et en même temps, des nouvelles possibilités arrivent grâce à de nouveaux appareils comme le thermomètre et le stéthoscope. Cet examen comprend l'examen du toucher, la percussion, l'utilisation du thermomètre, l'examen du pouls. La température centrale reste inchangée, mais la température périphérique diminue. Le pouls central, au niveau de la carotide, reste inchangé et le pouls périphérique faiblit. Grâce à cette technique, les médecins font un travail de recherche, conditionné par leur idée en tête, à ce moment-là sur la maladie. Cela fait une grille de décodage sur le réel. Tel médecin mettra plus en valeur tel signe par rapport à d'autres dans un groupe. La mise en valeur d'un de ces groupes vient du regard clinique porté sur le patient, car sinon, c'est le flou le plus complet, mais aussi de l'idée préalable que l'on se fait de la maladie. Ces médecins sont à la pointe du progrès de la médecine à cette époque. Cette médecine a bien évolué ces dernières années sur l'anatomie pathologique, c'est-à-dire dans la recherche sur l'altération du corps, des traces, des signes de la maladie, pour pouvoir la définir et éventuellement la guérir. Selon l'idée qu'ils se font de l'anatomie pathologique, le rôle qu'elle a à jouer dans le travail du médecin, ils donneront une importance primordiale à tel ou tel signe.
Petit parcours historique. E. Recherche d'une relation entre les signes et la maladie au cours du temps. Dans l'Antiquité, on pense qu'il devait exister de tout temps chez les médecins un rapprochement des signes d'altération du corps, avec l'expression de telle ou telle maladie. On se rend compte que cela n'est pas évident. Par exemple, les médecins égyptiens pratiquaient l'autopsie sur les momies, entre autres, pour conserver leurs viscères et en retirer d'autres. On remarque des altérations. Les médecins d'Égypte avaient des caractéristiques cliniques, mais n'ont jamais établi de relation entre l'état du corps et les maladies. Non. Dès le VIe siècle, dans le monde grec, un autre type d'observation du réel se met en place, où on essaye d'établir des relations. Des gens se sont dit que le monde des humains appartenait aux humains, et que les humains avaient la responsabilité de savoir ce qui s'y passait. Si les dieux avaient inventé le monde, ils n'auraient pas inventé le désordre. Le désordre est une conséquence accidentelle. La maladie était due donc au mauvais usage de l'altération, de la vie, de son travail, à des accidents. On essaye de mettre une rationalité dans la santé humaine. Ils ont agi ainsi dans tous les domaines, déjà au VIe siècle. Ils se sont posé des questions en se disant qu'on ne pouvait pas attribuer à la divinité les désordres de la terre. Ce serait critiquer la divinité. La divinité a créé l'ordre. L'homme doit rétablir l'ordre à son niveau. Plus les médecins avancent dans leurs recherches, plus ils précisent leurs théories sur les humeurs. Dans les siècles suivants, Hippocrate, au IIIe siècle, au IVe siècle, l'Empire grec s'étend. Hippocrate essaye d'établir des lieux de recherche. À Alexandrie, on crée une sorte d'université appelée musée, où on trouve une bibliothèque de livres venant de toute l'Europe. Des chercheurs sont payés pour travailler sur ces ouvrages. Des enseignants ont l'autorisation de faire des autopsies. On essaye d'établir les conséquences de la mort. Vers l'an 0, un grand médecin romain, Celse, écrit un ouvrage de médecine dans lequel il se donne pour but une liaison entre les descriptions anatomiques et les maladies. Il y décrit par exemple les pneumonies, les tumeurs et les liens entre les troubles de l'anatomie et la maladie. Il fournit un travail de documentation. Celse. Des centres de recherche se recréent au 7e siècle avec l'Empire arabe. On a à nouveau des bibliothèques, mais la religion ne permet pas la dissection des cadavres dans l'Empire arabe au 7e siècle. De même, pendant le Moyen-Âge occidental, l'anatomie est considérée comme crime de sang. Les dissections étaient interdites. Il faut attendre les années 1500, avec la Renaissance en Italie, pour voir apparaître une nouvelle forme de réflexion, de pensée. L'étude du corps et les dissections reprennent. En Italie est publié un ouvrage établi d'après une vingtaine d'autopsies faites par l'auteur de l'ouvrage. Il a connu la personne avant sa mort et essaye de trouver le siège de la maladie. Le travail des Italiens était positif dans le domaine des malformations cardiaques, car les problèmes des anévrismes aussi de la aorte. Dans les années 1600, un ouvrage est fondé sur 300 autopsies faites par un médecin en 50 années de vie professionnelle, en 1600. Malpighi utilise pour examiner à l'intérieur du corps le microscope. Mais il n'a pas vraiment travaillé sur l'anatomie pathologique. Sa découverte la plus importante est la découverte des capillaires vers 1650-1660. Il apporte la preuve de la théorie de Harvey, Malpighi. La théorie de Harvey, quelques années auparavant, pour la circulation sanguine. Harvey
n'avait pas la preuve du passage des veines aux artères dans sa circulation. Les médecins refusent la théorie de Harvey. Le roi Louis XIV est scandalisé de ce comportement conservateur. Il crée dans les jardins royaux des cours ouvertes au grand public, des médecins anatomistes avec des professeurs. L'utilisation du microscope permet la découverte des capillaires, des spermatozoïdes. Pourtant, il est peu utilisé en anatomie pathologique. À la fin du XVIIe siècle et pendant la première moitié du XVIIIe siècle, un médecin continue à faire des opérations sur les organes. Cet enseignant, Morgagni, publie un ouvrage. Il parle de 700 dissections. La description est la plus complète, avec la connaissance du patient avant sa mort et le placement par rapport au type de lésion. Morgagni. Au XIXe siècle, Bichat eut l'idée de regarder les constitutions des organes. Il cherche comment l'organe peut être altéré. Il a pu distinguer les différents tissus de l'organisme. C'est donc un progrès qualitatif et non pas quantitatif sur la réflexion sur l'anatomopathologie. L'évolution de l'anatomopathologie contemporaine se fera un peu plus tard. Dans la seconde partie du XIXe siècle, un chercheur de Berlin, Virchow, applique ses connaissances visant les sciences naturelles appliquées au tissu humain. Il faut appliquer cela à l'homme. Réapparaît alors l'utilisation du microscope qui a été perfectionné. Virchow fait de l'anatomopathologie à partir des cellules. Comment la cellule peut-elle être altérée? Puis le tissu, puis l'organe. L'anatomopathologie, fondée sur la cellule, vient bien de Virchow, dans la seconde partie du XIXe siècle, avec un travail de regard sur le corps humain. Grand F, origine du choléra. En 1832, ce ne sont pas encore les connaissances de Virchow sur les cellules, mais celles de Bichat sur le tissu. Donc, il cherche encore l'anatomopathologie de la cellule. Le chef de file de cette recherche est Broussais. Il est convaincu de l'efficacité de l'anatomopathologie pour opérer les maladies, les symptômes, et donc étudier les malades morts du choléra en fonction de ces critères-là. Il trouve ainsi des altérations et des inflammations du tube digestif. Certains disent qu'il ne suffit pas de regarder, mais il faut faire des expériences, provoquer les mécanismes d'action. Ces scientifiques travaillent sur les animaux pour reproduire les symptômes de la maladie colérique. En ligaturant les bases des membres, on provoque un arrêt circulatoire dans les membres et une cyanose des membres. La médecine expérimentale met en valeur les signes circulatoires et dit que l'altération périphérique est le point de départ de la maladie. Un troisième groupe de médecins estime que s'il n'y a pas de signe d'altération du corps, c'est un problème de circulation nerveuse, électrique. Or, en faisant des autopsies, elles n'ont pas d'atteinte du tube digestif.